La séparation mère-enfant. Pour comprendre comment la séparation mère-enfant a évolué, il faut d'abord se replonger dans les années 70, à une époque où les rôles familiaux étaient bien différents. Le docteur Dodson a écrit à une époque où la famille traditionnelle dominait encore. Les femmes au foyer étaient nombreuses, mais une transformation s'amorçait. L'indépendance gagnait du terrain. Pourtant, en lisant le passage du docteur Dodson sur la séparation mère-enfant, un détail m'a interpellé. Il n'accorde qu'une ligne aux femmes qui travaillaient et qui, elles, ont dû imposer une séparation précoce à leur enfant. Pourquoi si peu d'attention à cette réalité? À qui s'adressait ce livre? Sinon aux mères au foyer, sans doute d'un certain milieu. Si la séparation tardive mère-enfant était la norme à l'époque, où en sommes-nous aujourd'hui? Très chers auditeurs, bienvenue dans l'univers de Vox Éveil. Un espace où l'on questionne la société, interroge nos valeurs et ouvre de nouvelles perspectives sur le monde qui nous entoure. Il y a quelques décennies encore, cette question se posait à peine. La majorité des mères restaient au foyer pour s'occuper de leurs enfants. Aujourd'hui, la norme a changé. En France comme aux États-Unis, la séparation mère-enfant intervient de plus en plus tôt. Moins par choix que par nécessité, sous la pression des contraintes économiques et professionnelles. Mais quelles en sont les conséquences? Comment cette séparation affecte-t-elle le bien-être de l'enfant? Qu'en est-il de la santé mentale des mères, partagée entre obligation et culpabilité? Notre société facilite-t-elle réellement la conciliation entre maternité et carrière? Ou a-t-elle simplement substitué une contrainte à une autre? Et qu'en est-il du rôle du père, trop souvent relégué au second plan, alors qu'il joue un rôle essentiel dans le développement psycho-affectif de son enfant? En s'intéressant à ces questions, il devient évident que se séparer de son enfant n'est pas une simple transition, mais un véritable bouleversement. Comment alors s'y préparer au mieux? Quels sont les modèles qui fonctionnent et ceux qui doivent être repensés? Maintenant, imaginez-vous dans les années 70. Remontons quelques décennies en arrière, à une époque où les rôles familiaux étaient bien différents. Qui étaient ces femmes qui structuraient cette société? Et si nous dressions un portrait de ces figures féminines? Commençons par une comparaison entre les femmes américaines et françaises. Les années 70 sont une période de transition. D'un côté, la femme est encore largement définie par son rôle de mère et d'épouse. Mais de l'autre, le vent du changement commence à souffler. Un mouvement d'émancipation se met en place, propulsé par le féminisme, l'évolution des lois et les bouleversements économiques. En France comme aux États-Unis, la femme idéale est encore largement définie par son rôle de mère et d'épouse. Mais comment ces normes diffèrent-elles selon la classe sociale et le pays? Dans la haute société, l'image de la femme reste codifiée. Qu'elle soit en France ou aux États-Unis, elle doit avant tout représenter son mari et son foyer, mais avec des nuances propres à chaque culture. En France, dans la haute bourgeoisie, la femme idéale était une femme raffinée, élégante et cultivée. Elle ne travaillait généralement pas, mais se consacrait à la gestion du foyer et aux mondanités. Elle savait recevoir, organiser des événements et était impliquée dans des œuvres caritatives ou des clubs féminins. Elle était bien éduquée, souvent passée par des écoles privées prestigieuses, et devait être capable de tenir des conversations intelligentes. Particularité française, le rôle de la femme bourgeoise ne se limitait pas à l'entretien du foyer. On attendait d'elle qu'elle ait une culture générale, qu'elle sache s'habiller avec goût et qu'elle puisse soutenir son mari dans sa carrière par ses relations sociales. Tandis qu'aux États-Unis, elle est l'épouse du businessman et incarne un rôle de représentation. Aux États-Unis, la femme de la classe supérieure devait être
en tout point, une first lady du foyer. Elle représentait son mari et sa famille dans la haute société. Contrairement à la française, son rôle était moins intellectuel et plus basé sur l'apparence et l'image familiale. Elle devait avoir une maison parfaite, organiser des dîners de prestige et s'impliquer dans la vie de son mari, surtout s'il était politicien ou chef d'entreprise. Particularité américaine, l'accent était mis sur la perfection du foyer et la réussite matérielle, plus que sur la culture personnelle. L'apparence était cruciale. Une femme de la haute société devait être mince, bien coiffée et toujours impeccable. Qu'en était-il de la femme de la classe moyenne? L'équilibre était plus fragile. Si le modèle de la mère au foyer reste dominant en France, aux États-Unis, la majorité des femmes travaillent déjà. En France, le modèle de la mère au foyer restait dominant. Mais les femmes commençaient à intégrer le monde du travail à mi-temps ou à temps plein. Elles devaient jongler entre le travail et les tâches domestiques, car le partage des responsabilités avec les hommes était encore très limité. La pression sociale les incitait à être de bonnes cuisinières, des mères attentives et des épouses élégantes, même si le temps commençait à manquer avec le travail. Particularité française, la culture française valorisait encore beaucoup la gastronomie et la bonne tenue du foyer, d'où une pression forte sur les repas faits maison et l'entretien méticuleux de la maison. Quant aux États-Unis, la femme de la classe moyenne, la super môme, oscille entre modernité et pression familiale. Elles étaient plus nombreuses à travailler à l'extérieur que leurs homologues françaises. Elles devaient aussi être des mères ultra présentes, accompagnant leurs enfants dans leurs activités extrascolaires, sportives et éducatives. Le modèle de la mère parfaite était fortement ancré, influencé par les magazines et la publicité. Particularité américaine, les banlieues résidentielles imposaient aux femmes de se déplacer en voiture partout. Courses, écoles, activités, contrairement aux femmes françaises qui vivaient souvent dans des villes où les commerces et écoles étaient accessibles à pied. Et enfin, entre survie et manque de reconnaissance. Qu'en était-il des femmes issues de la classe précaire? La réalité était tout autre. Ici, pas de choix. Le travail est une nécessité, souvent dans des conditions précaires. Si les femmes bourgeoises et de la classe moyenne pouvaient encore choisir d'être au foyer, les femmes des classes populaires n'avaient souvent pas ce luxe. En France comme aux États-Unis, beaucoup de femmes pauvres travaillaient, souvent dans des emplois précaires et mal payés. Ménage, usine, atelier, garde d'enfants. Leurs tâches domestiques étaient plus lourdes, car elles avaient moins accès aux équipements modernes. Lave-vaisselle, machines automatiques étaient encore coûteuses. Elles subissaient une double contrainte, travailler et s'occuper du foyer. Mais pour certaines, la dépendance économique ne se limitait pas qu'à une contrainte. Elle pouvait aussi enfermer des femmes dans des relations abusives. Sans autonomie financière et avec peu de soutien extérieur, quitter un conjoint violent relevait souvent de l'impossible. Les violences conjugales étaient largement ignorées par la société, perçues comme des problèmes privés. Ce n'est que progressivement que le sujet commencera à émerger dans le débat public, notamment sous l'impulsion du féminisme et des premières associations de soutien aux victimes. Ce n'est qu'en 1980, en France, que le viol est reconnu comme un crime. Et aux États-Unis, la criminalisation de la violence domestique prend du temps selon les États. Cette invisibilisation des violences conjugales a longtemps maintenu les femmes sous le joug de la dépendance et du silence. Et en cas de séparation, elles se retrouveraient souvent dans une grande précarité. Différence notable, aux États-Unis, les femmes noires étaient bien plus souvent sur le marché du travail que les femmes blanches précaires, car elles n'avaient pas d'autre choix économique. En France, la situation était plus homogène dans les classes populaires. En bref, les femmes précaires étaient invisibilisées,
car le modèle de la femme au foyer parfaite était pensé pour la classe moyenne. Elle n'avait ni le temps, ni les ressources pour répondre aux injonctions sociales imposées aux autres femmes. Les années 70 marquent un basculement historique de la place des femmes dans la société. Ce qui était encore une norme immuable commence à se fissurer. Les lois évoluent. En France, les femmes obtiennent le droit d'ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari en 1965 et le divorce par consentement mutuel est instauré en 1975. Aux États-Unis, les combats pour l'égalité salariale et contre les discriminations avancent. Le féminisme bouscule les mentalités. Le mouvement de la libération des femmes, le MLF, en France, et le Women's Liberation Movement aux États-Unis, critiquent le rôle traditionnel des femmes et réclament plus d'indépendance économique et sociale. Le besoin économique pousse au changement. Avec l'inflation et l'augmentation du coût de la vie, il devient de plus en plus difficile pour une famille de vivre avec un seul salaire. Ce que cela signifie, les années 70 sont la dernière décennie où l'image de la femme au foyer reste une norme dominante. À partir des années 80, l'émancipation des femmes par le travail devient une réalité incontournable, bien que les inégalités persistent. Alors, nous avons parcouru le portrait de ces femmes qui ont marqué les années 70. Mais ce n'est que le début d'un long changement. Progressivement, leur place dans la société va être redéfinie. Hier, les femmes étaient confinées au foyer. Aujourd'hui, elles doivent tout concilier entre liberté et charges invisibles. Cette transition a-t-elle réellement libéré les femmes ou a-t-elle simplement remplacé une contrainte par une autre, en leur imposant une double charge entre carrière et maternité? D'un extrême à l'autre, la liberté des femmes a-t-elle un prix ?